le meilleur matériau au Niger qui s'adapte actuellement au contexte sahélien, c'est la terre. Ouais, ça m'arrivait, mais plus maintenant. Au début, quand j'étais rentré, tu sais, quand tu rentres, tu as déjà un programme bien défini, tu fais ton plan de carrière et tout. Mais la réalité du terrain fait que, surtout au Niger, fait que tu te retrouves du jour au lendemain à revoir le plan et tout. Bon, ce qui fait déjà la renommée d'abord de l'architecte avant même d'aller parce que c'est l'architecte qui pilote le cabinet. Ce qui fait déjà sa renommée, c'est d'abord son talent et ses idées. Je réponds au nom de Abdoulimon Bou Mohamed Mustafa. Je suis architecte diplômé de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé, inscrit à l'ordre des architectes du Niger sous le numéro 149. Et je suis également expert en durabilité des projets et également accessoirement expert judiciaire agréé auprès des cours et tribunaux du Niger. Je suis d'un hybride le podcast. Quel a été ton parcours? Raconte-nous un peu. Bon, je dirais que j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Maradi, à la suite desquelles j'ai été orienté au lycée technique d'Ankassawa de Maradi, où j'ai fait mes études dans la filière industrielle, notamment la série E, mathématiques et techniques. Donc je suis, on va dire, destiné à faire une carrière dans l'ingénierie, notamment dans la mécanique, l'électricité et tout ça. Dieu faisant les choses, à la terminale, j'ai passé un certain nombre de concours, et notamment celui de l'école d'architecture. Et c'est de là que je suis parti à Lomé pour 5 années d'études. J'ai fini ça et j'ai eu la chance aussi d'avoir une bourse pour une spécialisation, donc à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, où j'ai fait 2 années de spécialisation en durabilité de projet. À la fin desquelles, donc, je suis directement rentré au Niger pour, d'une part, travailler et d'autre part aussi entreprendre. Du coup, tu as quel âge maintenant? Dans une dizaine de jours, déjà, j'aurai 28 ans. 28 ans. Quelle est la discipline qu'on met pour faire tout ça à 28 ans? Parce que ça paraît quand même. Il faut encore Je dirais pas, mais je dirais que j'ai un parcours quand même plutôt classique. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont pratiquement le même âge que moi et qui font la même chose que moi. Mais la particularité quand même, c'est que j'ai commencé déjà à partir de la licence, j'ai déjà commencé à travailler. Ce qui fait que j'ai déjà mis un pied dans le monde professionnel. Donc, je parle là des années 2017-2018. J'ai travaillé donc en parallèle de mes cours en master. J'ai travaillé dans un cabinet à Lomé. Je travaillais dans 2 cabinets. J'intervenais à temps partiel dans un cabinet et à temps plein dans un deuxième cabinet, en plus des cours que je faisais. Ce qui fait que très tôt déjà, j'avais déjà une avance dans le monde professionnel qui m'a permis d'avoir de l'autonomie dans la gestion des projets, de développer des idées aussi, de concilier la pratique qu'on recevait à l'école, la théorie qu'on recevait à l'école plutôt, avec la pratique sur le terrain. Ce qui fait que très tôt déjà, j'ai évolué dans le monde professionnel. Ça qui a fait que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans le monde professionnel. personnellement, Oui. quelles sont les choses que tu as évitées? C'est-à-dire que quand on dit éviter, c'est naturel. Oui, oui. Quand on est jeune, il y a les sorties en boîte. Bien sûr, bien sûr. Quand on est jeune, il y a de la distraction. Bien sûr. Il y a les jeux vidéo. Oui. Il y a les discours sur les réseaux sociaux. Toujours. Il y a beaucoup de choses. Et quand on a un objectif à atteindre, on se prive certains privilèges Est-ce que toi, tu en es conscient? Est-ce que c'est des choses que tu as fait consciemment ou bien tout naturel, tu étais quelqu'un qui était dans ton coin et tu n'étais pas trop distrait par les choses Il faut qu'il y ait un déclic. Parce qu'au lycée, j'étais quand même quelqu'un de très calme, concentré sur les études et tout. Et à la première année, on découvre le monde universitaire et tout, donc on s'est laissé aller. Donc les boîtes, tout ça, j'ai connu ça pendant mon cycle de licence. Mais il faut dire qu'à partir de la fin de la licence, j'ai quasiment tout arrêté. Et c'était une décision que j'avais prise. Parce que je me suis promis qu'à partir de la licence déjà, je vais me prendre en charge. Donc, ce qui concerne la scolarité, j'ai dit aux parents d'arrêter directement. Donc, il fallait chercher un travail, Du coup, c'était naturellement qu'il a fallu abandonner ça pour se concentrer sur les cours. Et comme je te disais, je travaille dans 2 cabinets. Et maintenant, quand j'y repense encore, je me demande même comment est-ce que j'ai pu faire pour valider, parce que c'était quand même assez chaud.
le matin, je partais, on faisait des séminaires, je partais au cabinet, je reviens, je pars au cours. Et je me rappelle. Après, je connais bien Après, les hameaux, c'est dans un autre quartier. Oui, oui. Les quartiers ne sont pas forcément. Bien sûr. Les hameaux, c'est à Adéoui. Je partais jusqu'à Agoué pour le cabinet. Pour le cabinet. Exactement. Venir à Adéoui. Exactement. Moi, suivre des cours. Et ça, c'est le cabinet dans lequel j'interviens à temps plein. Maintenant, il y a un autre cabinet qui nous appelle quand ils ont des projets, quand ils sont débordés. Donc, on intervenait aussi là-bas et c'est vers la Colombe de la Paix. Donc, bon, c'est pas trop loin de l'école. C'est pas trop loin, exactement. Les Colombes, Agouin, c'est Adéoui, quand on voit le trio, c'est quand même. C'est pas trop loin. Et bon, il faudrait aussi que. C'était quand même un parcours assez honorable, hein, parce que j'étais à licence, déjà, j'étais major de promo. Et en master, j'étais sorti meilleur élève de la promotion. Donc, sur les 5 années, j'étais meilleur élève de toute la promotion. Merci beaucoup, on est fiers de t'avoir. Merci beaucoup. Alors, parlant de Archie Studio Sembori, pourquoi entrepreneuriat? Pourquoi le choix tout de suite? Je viens d'avoir mon diplôme. Certes, le commun des mortels voudrait faire ses classes dans les grandes maisons d'architecture. Oui. Mais toi, tu as décidé tout de suite de se jeter à l'eau. Pourquoi ce déclic? Pourquoi ce choix? Bon, le choix s'est imposé tout naturellement. Parce que comme je disais tantôt, j'avais commencé à travailler dans un cabinet. Donc j'ai déjà mis un pas dans le monde professionnel. Du coup, c'est tout naturellement que j'ai voulu continuer. Pour la petite histoire, après ma spécialisation, il y avait mon directeur de thèse qui m'a proposé pour une thèse de doctorat, qui a proposé à ce que je reconduise le thème de la spécialisation pour faire de ça une thèse, parce qu'il a beaucoup apprécié le thème. Et parce que j'avais déjà commencé à travailler, je voulais vraiment rester dans la pratique du métier, pas dans la théorie. Voilà, du coup, j'ai refusé l'offre du doctorat au Canada à l'Université de Montréal. Et je me rappelle que ça a été très difficile de convaincre les parents parce qu'ils se disaient que bon, c'est le Canada, c'est la thèse et tout. Qu'est-ce que tu vas revenir encore faire avec toutes les difficultés du pays et tout. Donc, moi, j'avais déjà mon objectif. J'avais déjà commencé, il fallait que je termine. C'était ça. Depuis que tu as commencé, est-ce que ça t'arrive de douter de ce choix-là? De douter de ce choix? Ouais, ça m'arrivait, mais plus même. Au début, quand j'étais rentré, tu sais, quand tu rentres, tu as déjà un programme bien défini, tu fais ton plan de carrière et tout. Mais la réalité du terrain fait que, surtout au Niger, fait que tu te retrouves du jour au lendemain à revoir le plan et tout. Tout ce que tu as prévu ne se passe pas comme tu l'as tracé. Il fallait donc se réadapter au terrain. Donc, mes 2 premières années, quand même, j'ai dû carrément tout remettre en question. À un moment donné, j'ai voulu même abandonner et puis repartir. Parce que la validité, c'était 2 ans. J'ai voulu relancer mon inscription à la thèse. Bon, finalement, on s'est adapté. On s'adapte encore toujours. Et j'ai décidé de continuer. Mais c'est une question que je ne me pose plus actuellement. On a commencé, on doit terminer. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Si on regarde, merci beaucoup. Quand on parle d'architecture, il y a beaucoup de préjugés. Et j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. Je vais beaucoup essayer de déclore ces préjugés. Qu'est-ce qui fait la renommée d'un cabinet d'architecture selon toi? Moi, le cabinet d'architecture que j'apprécie le plus sur le continent, peut-être que c'est eux que je suis le plus. D'accord. C'est Issa Diabaté. Ok. Pour moi, c'est des modèles. Pour plusieurs raisons. Mais je ne sais pas, selon toi... C'est ça aussi mon modèle, là, moi. Ok, mais selon toi, qu'est-ce qui fait la renommée d'un cabinet d'architecture? Bon, ce qui fait déjà la renommée, d'abord de l'architecte avant même d'aller parce que c'est l'architecte qui pilote le cabinet. Ce qui fait déjà sa renommée, c'est d'abord son talent et ses idées. C'est d'abord ça. Il faut qu'il y a 10 000 architectes, mais ce n'est pas tous les 10 000. Il y a des architectes qui travaillent pour d'autres architectes parce qu'eux, ils n'ont pas cette capacité-là de faire valoir leurs idées. Tu vois. Il faut avoir les idées et les talents. Ça, c'est la base. Maintenant, après, il faut avoir les projets. Parce que tu peux avoir les meilleures idées, mais si tu n'as pas de projets pour les matérialiser, parce qu'on a la chance d'être dans un domaine matériel.
ce sont les choses qu'on voit. Tu as une idée, tu la matérialises exactement. Dans 2 ans, 3 ans, on veut voir le projet sortir des terres et tout. Donc il faut d'une part avoir les bonnes idées et avoir le talent aussi, et d'autre part aussi avoir la chance d'avoir des projets. Parce que là, c'est une question aussi de chance et de... Ça dépendra de tes chances, de tes relations et tout pour avoir des bonnes connaissances et aboutir au projet. Donc il faut d'une part avoir les idées et le talent et d'autre part aussi avoir des projets pour les matérialiser. Quand on voit les villes comme Paris, où il y a l'aréna de Bercy d'être construit, où il y a la Philharmonie, il y a la tour TF1. Ça m'a été à Paris, mais j'apprécie beaucoup leur architecture. C'est une ville que j'adore. Si aujourd'hui, je te demande quel est le rôle que l'architecte peut jouer dans un pays comme le Niger pour qu'un jour on puisse avoir des grosses bâtisses emblématiques comme ce que je viens de citer. Quel est le rôle que l'architecte peut jouer? Il faut dire que l'architecte joue un rôle fondamental dans l'amélioration du cadre de vie. Je préfère appeler ça comme ça, parce que le cadre de vie, ça inclut les bâtiments, les routes, et tout ce qui va, voilà, tout ce qui concerne l'urbain. Donc l'architecte a un rôle fondamental dans la création et dans la gestion de ce cadre de vie-là. Donc il faut dire que, bon, pour même revenir à la définition de l'architecture c'est l'ensemble des arts et des techniques, l'ensemble des arts d'une part et des techniques d'autre part, qui concourent à la conception, donc matérialisation des idées, et à la construction des espaces de vie. J'appelle ça comme ça. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un aménagement, et tout ça. Donc, comme un médecin, l'architecte a cette mission fondamentale-là d'améliorer le cadre de vie. Et quel est le rôle que l'architecte peut jouer dans un pays comme le Niger pour améliorer son cadre de vie? Bon, je suis en dehors de la gestion du cabinet symbolique. Je suis également secrétaire à l'organisation du Conseil national de l'ordre des architectes du Niger. Donc, à ce titre, c'est un métier quand même actuellement qui n'est pas suffisamment reconnu et suffisamment vulgarisé. Il y a beaucoup d'amalgames et de préjugés qui tournent autour. Mais au fur et à mesure, on mène des actions pour pouvoir s'imposer et étendre l'offre architecturale sur toute l'étendue du territoire pour que vraiment, dans un futur proche, à l'ère de l'émergence et du développement, l'architecte soit une pierre centrale de cette contribution-là dans l'émergence du pays. Je ne vais pas répondre à ma question. Je compte tourner. Ah mais j'ai abordé la réponse dans le pot précédent. Je n'ai pas voulu me répéter. Je sais que tu n'as pas répondu. Alors, si aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on parle d'architecture au sens comment pour que tout le monde puisse l'entendre et l'écouter, il y a plusieurs formes d'architecture. Oui. Et moi, de ce que je sais, une des formes d'architecture, c'est l'architecture régénérative. Cette architecture-là, est-ce que pour toi, beaucoup de personnes le présentent comme le futur de l'architecture? Est-ce que pour toi, c'est justement le futur de la société? Pour moi, l'architecture qui s'inscrit dans le futur, c'est l'architecture biomimétique. Parce que on n'invente rien. Il faut, là, les conditions actuelles, les conditions climatiques, si je prends le cas du Sahel par exemple, nous obligent à revenir aux sources. On est en train de réinventer même les techniques traditionnelles qu'on utilisait, les techniques, les formes traditionnelles qu'on utilisait dans nos constructions traditionnelles pour les réinventer et les adapter au futur et aux conditions actuelles. Donc pour moi, l'architecture qui s'inscrit dans le futur, c'est l'architecture biomimétique. Donc celle qui s'inspire de la nature justement pour proposer des solutions constructives adaptées au contexte climatique actuel. Donc je dirais de façon beaucoup plus générale, l'architecture biomimétique. Est-ce que pour moi, ça t'arrive de concevoir des projets en s'inspirant par exemple des dessins Hausa qu'on voit à Zinder, à Kano? Bien sûr. Et ça t'arrive? Bien sûr, parce que récemment on a remporté un concours d'architecture qui a été lancé par l'UEMOA avec l'appui financier de la Banque mondiale. Et on a eu la chance de remporter le prix de l'architecture traditionnelle revisitée parce que justement on a essayé de revisiter un certain nombre de pratiques et de techniques architecturales anciennes, notamment la toiture Hazara qui se retrouve dans l'architecture traditionnelle soudano-hausa et également la cheminée solaire qu'on utilise à Agadez. Donc c'est des choses que quand vous les proposez aux clients, les clients comprennent.
Pas vraiment. C'est pas tous les clients qui... Parce que C'est pas la, moi je dirais, c'est pas la plupart des clients. c'est pas la plupart. C'est vrai aussi. Aujourd'hui, le client, il veut, dans sa conscience, reprendre une villa qu'il a vue à Dubaï, Exactement. une villa qu'il a vue, ou bien même, oui, une villa qu'il a vue Cano. Justement. Parce qu'avec la mondialisation accélérée, on importe la modernité. Et là, je pense que le challenge qui est le nôtre actuellement en tant qu'architecte, c'est vraiment de réinventer, ou disons de créer même notre modernité en nous, en s'inspirant de ce que nos ancêtres ont déjà eu à inventer. Il suffit tout simplement de révisiter. Et pour l'histoire, c'est un projet qui a été très apprécié par la commission et par le jury, parce que justement, la solution existe déjà. Il a fallu tout simplement la révisiter, la moderniser pour l'adapter au contexte actuel. Et si j'aurai l'occasion de te présenter le projet, tu verras que c'est un projet tout à fait moderne, mais avec des solutions traditionnelles ancestrales. Donc c'est ça qui fait la magie du projet. On parle souvent du réchauffement climatique. Mais l'un des pièges aussi de l'être humain, c'est qu'on construit avec des matériaux qui nous exposent à la chaleur. À la chaleur, exactement. Est-ce que c'est une pédagogie que vous faites aux clients ou bien que vous devriez faire? Qu'on doit faire et qu'on doit davantage faire parce que dans le commun du Nigérien, le meilleur matériau au Niger qui s'adapte actuellement au contexte sahélien, c'est la terre. Que ce soit la terre comprimée, en tout cas la terre améliorée de façon générale parce qu'il y a plusieurs dérivés de terre. Mais dans l'imaginaire du Nigérien, la terre, c'est le matériau du pauvre. Et ça, c'est un préjugé qu'on se doit, à travers la pédagogie, à travers la sensibilisation, à déconstruire. Parce que c'est vraiment ça. Dans la tête du Nigérien, la terre, c'est le matériau du pauvre et tout. Alors que c'est le meilleur matériau qui soit adapté à nos climats et à nos réalités. Donc actuellement, je suis en discussion avec le ministère de l'Urbanisme où je suis en train de proposer des salles de classe en terre, des logements aussi en terre. Donc le projet a suffisamment avancé. On espère vraiment que ça verra le jour. Francis Kéré, un des grands architectes de Mapoupan, de notre génération, a été primé en Allemagne et aussi, on part du temps dans le monde, il a même le prix le plus prestigieux imaginé, soit dans votre domaine au niveau de l'architecture. Et il a eu avec justement des matériaux, avec des projets basés sur des matériaux de chez nous. Est-ce que ces reconnaissances amènent un peu vous donnent beaucoup plus d'arguments pour dire, ben voilà ce qu'on propose depuis et vous n'écoutez pas. C'est ça que les autres sont en train d'apprécier. Est-ce que ces reconnaissances vous motivent plus? Oui, effectivement, parce que la récompense de Francis Kéré, il faut dire que le prix Pritzker, c'est un peu pour nous comme le prix Nobel qui récompense toute la carrière d'un architecte. Et c'est quelqu'un qui a quand même réussi à vulgariser les constructions en terre, que ce soit à l'échelle du continent, mais à l'international aussi, parce qu'il faut dire que c'est un prix qui a été décerné à l'international. Il était en compétition avec beaucoup d'architectes et du monde entier, justement. Donc, c'est vraiment un argument de poids pour nous, pour pouvoir convaincre les gens que vraiment la terre, c'est un matériau qui est le plus adapté à nos réalités, que ce soit climatique ou encore même financière, s'il faut l'aider. Est-ce que tu as des inspirations dans ton travail de tous les jours? Est-ce que tu as des inspirations, des gens qui t'inspirent? Est-ce que tu en as? Dans le domaine ou de façon générale? Disons dans le domaine d'abord. Apparemment, tu en as dans d'autres domaines. Oui, bien sûr. Dans le domaine de l'architecture, bon, tu l'as déjà évoqué, il y a le groupe Kofi et Diabaté qui nous inspire énormément, qui est le modèle de la sous-région, il faut le dire. En Afrique de l'Ouest, quand on parle d'architecture, d'architectes, des cabinets d'architecture, c'est d'abord eux avant tout. Et à l'échelle du continent, je dirais Francis Kéré, bien sûr, et il y a aussi le cabinet Saota d'Afrique du Sud, qui fait beaucoup de choses. Celui qui a fait l'hôtel Noum du Niger, celui qui l'a conçu. C'est lui qui l'a conçu, je crois bien. En dehors du domaine, mes inspirations sont beaucoup plus politiques, parce que je m'intéresse beaucoup en parallèle à la politique. Oui, mais justement, moi, la politique, c'est pas un domaine ou bien un secteur que je sais pas comment l'appeler, mais moi, la politique, ça fait partie
engagement. Yeah. Je vais le dire beaucoup plus clairement comme ça, de mes engagements. Sauf que chacun s'engage au politique, au groupe. En fonction de ses sensibilités. En fonction de ses moyens. Justement. J'ai discuté avec des architectes qui ont travaillé sur l'aménagement du Grand Abidjan. Ok. Et un des problèmes, ou bien un des soucis pour lesquels le plan d'aménagement du Grand Abidjan peine à décoller, est justement la question politique. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que l'aménagement du territoire, c'est aussi une des questions politiques qu'on ne se pose pas aujourd'hui, mais qu'on finira par se poser d'eau? C'est éminemment une question politique. Il faut l'aider, il faut avoir le courage de l'aider. Parce que actuellement, si je reviens, tu as parlé d'Abidjan, mais je veux revenir à une problématique qu'on constate tous au Niger, c'est l'étalement urbain. Le centre urbain est resté le même, mais les quartiers sont en train de s'agrandir. Parce que si tu prends à partir du centre-ville de Niamey, sur les 4 côtés, il y a des lotissements à plus de 40-50 km. Alors que le centre est resté le même, du coup, il y a un problème de mobilité qui se pose, il y a un problème d'équipement qui va se poser parce que les investissements ne suivent pas pour la construction d'équipements de proximité. Pour donner un exemple tout simple, quelqu'un qui habite par exemple, il y a plus de personnes aujourd'hui qui habitent vers Bienvenue. Tu vois? Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route qui a été agrandie pour que ces personnes la sortent. Je parle même de la centralité. Par exemple, pour quelqu'un qui habite à Bangoula, qui travaille au ministère des Finances, il est obligé de traverser, de faire quasiment un aller-retour 15-20 km chaque jour. Ce qui fait qu'en termes de mobilité, tu vois comment l'état de notre son, le matin, comment c'est congestionné et tout. Donc il y a le problème de la mobilité qui se pose, il y a le problème des équipements urbains. Parce qu'on ne peut pas, normalement, quand ça s'étend comme ça, même dans les grandes villes, il y a des centralités secondaires qu'on crée. Et c'est des financements que ça nécessite, ça réclame des financements assez importants quand même. Il fallait créer des centralités secondaires parce que normalement, tu n'as pas besoin, toi qui habites à Bangoula, d'aller pour te soigner, forcément d'aller au centre-ville ou bien pour un service, pour aller, c'est pas aux impôts et tout, d'aller forcément au niveau du centre-ville pour le faire. Tel que la ville s'agrandit, normalement, les investissements doivent suivre pour créer des centralités secondaires pour pouvoir justement t'occuper de... Quand tu parles de centralité secondaire, tu parles de dispensaires. Exactement. Parce que le centre urbain, il est resté le même à Niamey. Donc, quel que soit là où tu vas aller, tu seras obligé pour un certain nombre de services de revenir au niveau du centre-ville. Ce qui fait que ça crée un véritable problème de mobilité. C'est un problème auquel il faut trouver une solution et la solution elle est éminemment politique. Tu parlais à l'instant de l'ordre des architectes du Niger. Vous êtes en préparation d'un certain événement. Est-ce que tu peux me donner l'exclusivité ou bien quelques détails sur ce qu'on aura à avoir pendant cette semaine de 7 jours? Bon, il faut dire que l'élection a été faite au mois d'octobre. On est là en train de préparer le programme d'activité pour le faire valider en décembre. Mais il y a quand même un certain nombre d'activités qu'on a prévu de faire en mais c'est vraiment à partir de l'année 2025. Il y aura l'apparition du tableau des architectes parce qu'il y a beaucoup de confusion. Déjà, l'architecture, c'est un métier qui est très mal reconnu au Niger. Et il y a beaucoup de gens qui se font passer, parce qu'il n'y a pas eu de communication autour, qui se font passer pour des architectes. Topographe. Voilà, un ingénieur, un technicien peut se faire passer pour un ingénieur parce qu'il n'y a pas de vérification après. Donc on a prévu au mois de janvier déjà, dès le mois de janvier, l'apparition officielle du tableau des architectes, comme ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire et tout. Donc à chaque début d'année, on va faire une conférence de presse pour présenter le tableau avec tous les architectes et les cabinets d'architecture qui sont inscrits. Ça permet d'éviter des confusions, les charlatans qui se font passer qui usurpent l'identité des architectes. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est un métier où il y a un vide juridique qui est là et les gens profitent de ça et qu'il faut assainir. Donc il y a déjà ça et on a prévu au courant de l'année d'aller à la rencontre de toutes les régions. Parce que l'architecture, c'est pas qu'à Niamey. Il faut aller à la rencontre des autres régions du pays pour présenter l'offre architecturale et inciter les gens non seulement à reconnaître le métier, mais aussi à consulter les architectes pour la construction des projets. C'est une volonté qui se manifeste quand même de plus en plus, mais il faut communiquer davantage pour que les gens s'intéressent encore plus au métier. Et il y a aussi le salon de l'architecture Archimat qu'on a prévu de faire, qu'on a prévu de lancer en septembre 2029. Donc c'est un salon. Il faut dire que le dernier salon a été organisé en 2018, ça a quand même plus de 6 ans, 7 ans. Donc là, avec notre nouvelle mandature, on a vraiment l'intention de relancer cette dynamique-là et de replacer donc l'architecte au cœur de
l'acte de bâtir. Parce que qui dit construction dit d'abord architecte. Donc, il faut le replacer au cœur de cette mission de construction au Niger. J'ai 3 questions. C'est que des questions techniques D'accord. que nous, de loin, on entend, mais on ne sait pas c'est quoi. D'accord. Je veux te donner c'est quoi tech, tu me réponds, c'est quoi tech. D'accord. On appelle ça l'interview split. C'est trop vite, c'est juste des questions et des réponses. C'est quoi un permis de construire? Un permis de construire, c'est un document administratif qui t'autorise à construire de façon terre à terre. Donc, il y a un dossier que tu soumets et il y a un certain nombre d'exigences auxquelles tu dois te plier, que ton projet doit se plier pour avoir cette autorisation-là. La servitude, l'occupation du sol, le coefficient d'occupation du sol. Donc, il y a un certain nombre de critères à respecter pour avoir ce permis-là. Donc, ce permis-là garantit que tu as respecté les réglementations en termes d'urbanisme, en termes d'architecture et en termes de sécurité aussi pour ton projet. Le titre foncier, quelle est sa place dans les documents administratifs qu'il faut avoir pour commencer un projet de bâtiment? Donc, le titre foncier, c'est d'abord la piste même fondamentale pour toi qui détient la propriété. Parce que l'acte de cession, le titre foncier est délivré à titre unique. Donc c'est ça qui prouve que c'est toi qui as la propriété de ce bien-là. Et avec toute la magouille qu'il y a dans le domaine et tout, c'est mieux. Moi, en tout cas, je conseille de quitter l'acte de cession dès que tu acquiers un bien immobilier, de faire tout pour passer rapidement au titre foncier. Parce que c'est ça qui te protège. Ça porte directement ton nom, tes références et ça prouve que le bien t'appartient. Et c'est sur la base de ça, normalement, même que le permis de construire est délivré. L'accaparement des terres, est-ce punissable par la loi ou c'est juste un acte social qui n'est pas bien interprété? Moi, je vois deux questions. Il y a deux volets. Moi, je comprends par ça, il y a l'occupation anarchique du sol. Il y a l'accaparement des terres aussi. Maintenant, l'occupation anarchique, par exemple... c'est quoi l'occupation anarchique? L'occupation anarchique, c'est des gens qui s'installent, qui ne se donnent pas la propriété du lieu, mais qui s'installent de façon anarchique sur le lieu. Par exemple, sur les grandes voies, par exemple, les grandes artères de la ville, tu vas voir qu'il y a des commerçants qui s'installent sans autorisation, qui installent des commerces, qui installent des activités autour de... Si tu prends par exemple la voie express du Grand Marché, tu vas voir que c'est une voie express qui a été aménagée pour la circulation, mais il y a des boutiques qui se sont installées et tout. Ça aussi, c'est punissable par la loi. Il y a déjà la mairie qui peut t'amender et en cas de préjudice grave, tu peux être traduit au pénal. L'accaparement des terres, c'est quelqu'un qui s'approprie la propriété d'un titre qui ne lui appartient pas. Et c'est tout naturellement, ça peut s'identifier au vol ou à... Et c'est punissable par la loi, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de litiges. Pour l'histoire, comme je te disais en présentation, je suis également expert immobilier. Donc il y a beaucoup de cas de litiges comme ça. Des gens qui construisent sur les terrains des autres, un démarcheur qui vend une parcelle à 2 personnes. Donc c'est vraiment punissable par la loi et c'est le vide juridique qu'il y a dans ce domaine-là qui permet tout ça. Donc avec la nouvelle mandature de l'Ordre des architectes du Niger, on est en train de travailler de concert avec les autres partenaires, notamment l'Ordre des urbanistes et des géomètres, pour vraiment assainir le domaine, pour qu'il y ait une réglementation claire qui encadre le domaine, qui permet d'éviter tout ça. Votre métier, alors beaucoup, mais le plus connu, c'est le designer seulement qu'on voit. Celui qui dessine les bâtiments. Mais est-ce qu'il n'y a que lui? Tout architecte est designer, mais tout designer n'est pas architecte. Parce qu'il y a des designers qui font les designs du produit. Parce que l'architecture, c'est, pour revenir à la définition vitruvienne, c'est la solidité, la beauté et l'utilité. Donc, il n'y a pas d'architecture sans beauté, en fait. Il faut que le bâtiment dégage une certaine esthétique et c'est là où le design intervient, dans la composition volumétrique, dans l'agencement des formes, dans l'utilisation des matériaux. Donc, tout bon architecte est d'abord designer. Mais tout designer n'est pas architecte. C'est la nuance qu'il faut apporter. Maintenant, sur la chaîne de production architecturale, il faut dire qu'il y a l'architecte déjà qui est en tête, qui est le maître d'orchestre du projet, mais autour de lui, il y a un certain nombre de spécialistes qui interviennent et qui permettent le bon déroulement du projet, notamment les ingénieurs génie civil, pour tout ce qui concerne la structure et la stabilité du bâtiment, les électriciens pour les lots techniques, les électriciens, les plombiers. Donc c'est vraiment toute une équipe qui est pilotée par l'architecte.
Et il y a cet amalgame qui se pose. Je pense qu'on doit avoir des discussions beaucoup plus tenues avec nos cousins ingénieurs. Il y a un conflit d'intérêts, il y a une question de... On s'entremêle et je pense qu'on doit davantage discuter pour déjà sensibiliser la population parce qu'on est tout le temps confondu. Architecte, ingénieur, c'est pas... Si tu sors, par exemple, tu fais un micro-trottoir, c'est pas tout le monde qui saura te faire la différence entre architecte et ingénieur. Donc il y a cet amalgame-là qui fait qu'on se mélange entre nous. Et parfois, il y a des architectes qui n'arrivent pas à se départager les missions. Donc, on a engagé déjà des discussions avec l'ordre des ingénieurs pour créer un cadre de concertation commun avec tous les intervenants du BTP pour pouvoir vraiment mettre chacun face à ses responsabilités. Super, c'est pas un beau bâtiment au fond, on se donne le son et l'eau. Un beau bâtiment, pour moi, c'est un bâtiment dans lequel il y a d'espace et il y a du verre. Il y a du verre, oui. Maintenant, toi, je ne parle pas à l'architecte, je parle à l'humain. À l'humain. Oui, à l'humain que tu es. C'est quoi un beau bâtiment pour toi? C'est quoi le bâtiment dès que tu le vois, tu dis waouh? Pour moi, ça va. Moi, je suis sensible à deux aspects. La composition volumétrique et l'agencement des matériaux. Il faut vraiment que ces deux éléments-là soient bien traités. Plus c'est bien traité, plus c'est visible. Il faut que la composition volumétrique soit vraiment attirante et expressive aussi. Il faut que le bâtiment se fasse lire. Il faut qu'il y ait une bonne lisibilité du bâtiment et c'est la composition volumétrique qui fait ça. Et l'agencement des matériaux. C'est ça qui me permet de façon visuelle d'apprécier ou de déprécier un bâtiment. Mais il faut dire que le bâtiment ne se limite pas qu'à la beauté. Il y a la question de la fonctionnalité qui se pose. Donc un bâtiment, comme je le disais tantôt, c'est la solidité, la beauté et l'utilité. Donc quand on parle de l'utilité, c'est la fonctionnalité. Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que c'est fonctionnel? Si c'est une maison, est-ce que les gens vivent bien dedans? Est-ce que c'est aéré? Donc c'est des questions d'utilité qui se posent. Donc un bon bâtiment pour moi, c'est d'abord solide, beau et fonctionnel. Ben, merci beaucoup. J'ai tellement de questions pour toi, mais je pense qu'on va essayer d'autres discussions après. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le beau, qui aime la beauté. Et l'architecture, pour moi, c'est de l'art. Et j'aime tout ce qui est art. Et après, c'est quelque chose que j'aime. Ça marche. En tout cas, on aura l'occasion de se voir davantage. Et si tu auras un peu de temps, on pourra faire le tour des chantiers, voir, toucher de concret maintenant le métier. Quand tu auras. On aura l'occasion. Donc, il y a tout le matériel ici. On va bien te préparer. Tu porteras le casque, les épis, on les appelle de façon globale. Les équipements de protection individuelle. Tu te prépares et puis on engage. Déjà, tu suis déjà nos émissions hybrides. Et voilà. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Hybride, le podcast? Je pense que c'est une très bonne initiative quand même. Parce qu'on manque de visibilité dans le monde entrepreneurial au Niger. Et c'est tout un environnement qu'il faut créer. Et je pense que le podcast hybride fait partie de cette nouvelle dynamique-là qui permet de vulgariser l'ensemble des domaines qui concourent à l'émergence du pays. Donc c'est une initiative que nous saluons et que naturellement nous encourageons.